Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guillaume Delannoy, je suis en charge de l'équipe études au sein d'FR-Decodem que je vais présenter juste après. Et je vais venir vous parler un petit peu des matériaux biosourcés pour le bâtiment et de vous donner un peu de perspective pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire les matériaux biosourcés, comment ils sont organisés en termes de filière, filière avec un S. Et ça fait partie des sujets clés, un peu des enjeux de massification de ces solutions aujourd'hui, de notre point de vue. Alors, tout d'abord, si ça... Voilà. Donc, FR-Decodem, on a un centre technique, un centre de ressources technologiques. Notre métier, c'est d'accompagner le développement des écomatériaux et des matériaux biosourcés, depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Donc, on va faire de l'étude de marché, on va faire de la R&D, donc on a 3000 m² de plateau technique pour accompagner le développement de ces solutions, faire des formulations, jusqu'au prototypage, ce qui est un peu le métier des centres techniques, de passer cette étape de passage de l'échelle laboratoire et de premier niveau de développement d'un produit jusqu'à sa vision industrielle, comment le produire réellement, avec quelle machine, avec quelle production, et jusqu'à la partie certification. Donc on accompagne à l'obtention d'évaluations techniques autour des FDES, etc. Et donc en fait on va faire ça sur absolument toute la chaîne de valeur de la production d'un matériau. C'est ce que vous voyez sur le petit cercle. On va notamment sur les matériaux biosourcés depuis la ressource primaire. Nos actionnaires produisent 30% de la biomasse française, bois, lin, chanvre, coton, colza, miscanthus, etc. Donc comment on sensibilise ces agriculteurs dès l'amont pour être sûr qu'on ait une matière de qualité qu'on va pouvoir transformer, qui est la deuxième petite vignette. Donc comment transformer cette matière première végétale, souvent des coproduits agricoles, en matière première pour matériaux, tout type d'application. Donc je ne vais pas revenir ici, mais il y a 15 millions de véhicules aujourd'hui qui utilisent la fibre de chanvre dans le tableau de bord pour l'allègement des véhicules. Ça fait partie des sujets qu'on a aidé à travailler. Et donc sur le secteur du bâtiment, on va voir quelques exemples par la suite. Donc après, c'est comment on fait ces matériaux, comment on les pose. Bien sûr, vous le savez, en tant qu'expert dans le secteur du bâtiment, la pose est absolument fondamentale. On peut avoir le meilleur matériau du monde. S'il n'est pas posé correctement, ça va pas fonctionner. Et bien sûr, la fin de vie. Donc ça, c'est un élément qui est aussi absolument fondamental. Et tout cela n'a de sens que si on prend en compte l'éco-conception et l'empreinte environnementale pour être sûr de ne pas déplacer des impacts. Donc on est sur 2 sites, sur Troyes et sur Amiens. Donc voilà, des laboratoires de référence. Sans rentrer dans le détail, donc on va à la fois de la structuration des filières, donc des filières chanvre, des filières paille, colza, mouton, sur un certain nombre de territoires, Strasbourg, Terre de Lorraine, mais on va aussi faire des missions en Nouvelle-Calédonie, en Afrique du Sud, au Québec, pour avoir cette vision de biomasse en matériaux, et notamment pour le bâtiment. Des développements de matériaux, on a fait les premiers bétons de lin, dont le bâtilin qui est du coup au fond de l'espace. On a travaillé sur le colza, sur le miscanthus, avec des innovations assez fortes. Et voilà, l'exemple de la pièce d'automobile pour le tableau de bord. On a notre laboratoire d'essai Cofrac qui aujourd'hui travaille avec 70 à 80% des acteurs des isolants biosourcés, chose sur laquelle on va revenir. On accompagne aussi beaucoup sur la partie accompagnement à l'obtention d'avis techniques et notamment la gestion de l'humidité dans les parois. C'est aussi un sujet qui est absolument fondamental, notamment dans les matériaux biosourcés, mais pas que, sur lequel on accompagne un certain nombre de structures. Et on réalise aussi des études de marché, des études de référence. Donc notamment, on a un guide de la rénovation de parois à l'aide de matériaux biosourcés qui est disponible gratuitement sur notre site internet. Mais on organise aussi une grande journée, une sorte de salon professionnel du biosourcé et géosourcé pour le bâtiment, principalement sur Amiens historiquement, mais qu'on essaie de faire un peu partout en France. Donc on a fait la première déclinaison à Clermont-Ferrand cette année. Et voilà, donc on est à disposition pour essayer de décliner ça un peu partout dans les régions. L'idée, c'est plutôt que de faire un salon avec des petits échantillons et des plaquettes et des belles présentations, c'est de faire de la démonstration, de la démonstration, de la démonstration pour discuter technique et convaincre sur le fait que c'est des solutions qui sont aujourd'hui déjà assurables et utilisées. Et effectivement, les solutions biosourcées sont aujourd'hui énormément utilisées, on le sait plus ou moins, mais on a en fait énormément de ressources différentes qui sont utilisées aujourd'hui dans les matériaux de construction. Que ce soit le bois et ses dérivés, mais aussi les plantes à fibres, les plantes à huile, les céréales, le blé, mais aussi la paille de riz par exemple, ou les balles de riz qui recouvrent un petit peu les grains, qui est valorisé en isolation en vrac. La grande famille des graminées, il y a des isolants à base d'herbe, il y a des isolants à base de bambou. Il y a le bambou qui peut être utilisé pour la construction aussi de structures en Asie notamment. La ressource animale, la chimie, où il y a beaucoup de molécules biosourcées qui vont être utilisées, par exemple l'amidon à base de pommes de terre ou de maïs. Le coton, là aussi on a les exemples, ou les ressources marines. Et on va retrouver
toutes ces matières-là dans différents types de produits. Alors les matériaux de structure, mais aussi les isolants. Alors les isolants, c'est un peu le cas le plus illustré parce que c'est là où on va retrouver la plus grande diversité de biomasses différentes. C'est tous les petits ronds qui sont peut-être un peu petits, mais on a énormément de matières différentes pour isoler nos bâtiments, plus ou moins à l'échelle locale, plus ou moins industrialisée, on va y revenir. Et puis bien sûr, les revêtements de murs et de sol, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas vraiment, qui est dans la formulation des matériaux. On a de l'amidon dans les plaques de plâtre, on a des colles à base de colza dans des panneaux de particules, on a pas mal des algues pour faire des cache-prises, etc. Enfin, c'est des choses qui sont déjà aujourd'hui sur le marché. Si on fait le petit focus sur la partie isolation, les isolations biosourcées, c'est aujourd'hui à peu près 11% de part de marché, donc c'est quelque chose qui commence à être assez important, avec une évolution qui est très importante ces dernières années. Ça passe du coup, c'est de 6 à 11% de mémoire de part de marché entre 2016 et 2023. Donc on voit une très forte progression, et nous on le voit en tant que centre de R&D, énormément de nouveaux acteurs qui essaient de se positionner sur ce marché. Ce qui est vraiment très important à prendre en compte, parce que c'était une des difficultés un peu historiques des isolants biosourcés, c'est oui, mais si la demande augmente, est-ce qu'on est en capacité de se sourcer? C'est sur ces 5 dernières années, les gros industriels des isolants biosourcés ont tous fait des investissements très importants pour doubler, voire tripler leur capacité de production. Ces investissements aujourd'hui les machines ne sont pas à pleine capacité. Donc si la demande double, il n'y a aucun problème d'approvisionnement de matière, tout est déjà anticipé par la filière. Donc il y a possibilité largement de doubler encore les volumes dans les prochaines années. Les investissements sont déjà faits, sans compter tous les nouveaux acteurs qui sont en train de se mettre en place. C'est un parcours assurantiel aussi qui se renforce. On a de plus en plus de produits sous avis technique. On a des guides CSTB pour la mise en place, par exemple, des isolants semi-rigides pour accélérer les avis techniques. Donc on a accompagné par exemple un fabricant d'isolants qui a obtenu son ATEX en moins d'1 an grâce à ces cahiers techniques CSTB qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et la difficulté aujourd'hui, ce qui manque pour continuer à massifier, c'est l'acculturation de l'aval bâtiment, mais d'absolument tous les acteurs, parce qu'on dit toujours c'est les entreprises qui ne se mettent pas à la page, mais il y a plein d'archis qui ne sont pas encore tout à fait à la page, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, il y a absolument tout le monde qu'il faut bien former, sensibiliser sur l'utilisation de ces matériaux. Ça demande de prendre en main les sujets un petit peu différemment, de le penser bien en amont, mais on peut faire énormément de choses avec ces matériaux aujourd'hui. Une des questions qui revient souvent, c'est oui, mais est-ce qu'il y a assez de biomasse? Oui, mais est-ce qu'on ne fait pas de la concurrence avec l'alimentation? Les questions classiques. Ça, on a une étude sur le panorama des marchés des fibres végétales pour les applications matériaux, tout type de matériaux et même pas que bâtiments. Et on n'utilise aujourd'hui que même pas 1% du gisement potentiel disponible de biomasse sans concurrence d'usage. Là, on parle que de coproduits agricoles, de paille de céréales, de paille de colza. Les cèpes et serments de vigne, donc c'est quand on fait l'entretien de la vigne, comme vous faites l'entretien de votre rosier, vous coupez de temps en temps des branches. La vigne doit être entretenue. Tout ce bois-là, parce que c'est un bois qui est très intéressant, tout ce bois-là, aujourd'hui, il est globalement brûlé de manière illégale, mais il est globalement brûlé au fond du champ. Et c'est une quantité phénoménale de biomasse disponible pour faire du panneau, pour faire de la plasturgie, etc. On a énormément de ressources possibles qui vont être très régionalisées. On va retrouver beaucoup plus de tournesol dans le sud de la France que dans le nord. On va retrouver plus de lin dans le nord de la France que dans le sud. Mais on a une quantité de biomasse assez importante sur l'ensemble du territoire. Hop. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on a des organisations de filières. Si vous êtes industriel et que vous voulez développer un matériau biosourcé, aller chercher une biomasse, elle va dépendre un peu de l'organisation de la filière. Nous, comment on segmente ça? On parle de culture dédiée. Quand la culture, elle est notamment produite pour des applications matériaux. Ça rentre dans le modèle économique de la culture, et de l'agriculteur vend une partie de sa matière pour les matériaux. Donc c'est le cas du bois, ça va être le cas du chanvre, du lin, du bambou par exemple. Et donc là, souvent, on a une organisation de filières ou d'acteurs qui vont collecter la matière auprès de l'agriculteur et qui vont le transformer dans une première étape qui va s'appeler différemment selon les filières, mais qui va broyer, dépoussiérer, transformer la matière pour vendre une matière première qualifiée pour les matériaux, quels qu'ils soient. Ici, on a l'exemple du chanvre. On va passer par une unité de transformation qui va séparer la fibre de la chaîne vote. Donc c'est le cœur de la paille qui va être rigide, assez proche au bois, et qui va rentrer dans les différents marchés. Donc ici, là, par exemple, pour faire les isolants comme Biofibre, qui est juste derrière, mais aussi le béton de chanvre, par exemple.
On a un autre modèle qui est plutôt les coproduits agricoles, où là, la filière matériaux n'est pas vraiment intégrée dans le modèle économique. C'est le cas de la paille, par exemple. On plante du blé ou du riz pour la graine. Si on valorise la paille, c'est bien, mais ce n'est pas le cœur du sujet, notamment pour la filière matériaux. Donc là, le modèle économique est un peu différent. Là, on va plutôt passer par des coopératives agricoles en direct, voire des agriculteurs en direct en fonction des différentes filières, ce qui complexifie ou pas, mais ce qui rend un peu moins lisible l'utilisation de ces ressources. Il peut manquer notamment ces acteurs de la première transformation qui qualifient la matière, qui la stockent correctement, qui fait une fiche qualité, etc. Et après, on a la filière qu'on mélange un peu recyclage-valorisation. On va récupérer une matière qui est là, qui est présente de toute façon, qui va être le recyclage du papier pour la ouate de cellulose, qui va être de l'herbe de tonte pour un isolant en base d'herbe, le coton recyclé ou la ressource en algues. On a un intérêt à la valoriser, elle est disponible. Donc là aussi, on va retrouver plutôt le mode culture dédié s'il y a une organisation de filière. Et on va découper aussi, si vous êtes un peu familier des matériaux biosourcés, un découpage un peu entre les produits industriels, qui est notamment représenté par la ICB. Donc là, on va passer par une étape usine. C'est des produits qui vont plutôt être certifiés par des avis techniques ou des ATEX. Et des produits dits filières, où là, on va plutôt retrouver la construction paille, la construction chanvre. Et là, c'est plutôt couvert en décennal par les règles professionnelles. Donc des organisations un petit peu différentes, avec des acteurs un peu différents, même si les produits dits filières commencent à rentrer de plus en plus dans des démarches industrielles, notamment au niveau de la préfabrication, qu'on a de plus en plus de panneaux préfabriqués bois-paille ou béton de chanvre, par exemple. Ce qui est vraiment important, et c'est ce que j'ai commencé un peu à vous distiller, ce qui est très important pour que la filière se développe, c'est d'avoir un continuum à trouver entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Si vous ne mobilisez pas correctement les agriculteurs, vous n'aurez pas de la matière de qualité pour faire après toute la suite. Donc mobiliser ces acteurs de l'amont agricole est extrêmement important. Comment est-ce qu'ils vont récolter la matière? Comment est-ce qu'ils vont gérer la variabilité de la matière première qui, par définition, va dépendre de la météo, du sol, des années, etc. Et comment ils vont stocker correctement la matière. L'étape de transformation et le contrôle qualité, il est aussi absolument fondamental si on veut avoir des produits qui soient massifiés, utilisés et assurés de manière très importante. Donc c'est là où ces acteurs de la transformation, ils sont absolument, qui sont très très importants, notamment sur la mise en place de systèmes qualité. Là aussi, comment je contrôle ma matière en entrée, comment je contrôle ma matière en sortie pour être sûr qu'on ait quelque chose de qualité, d'assurable et sur lequel on n'aura pas de sinistre. Et enfin, c'est tout l'aval bâtiment, qui va vendre, qui va acheter, comment va s'organiser un petit peu cette partie de prospection, de prescription de ces matériaux et comment former les acteurs. Donc là, c'est un gros travail que doivent faire les filières aujourd'hui, notamment sur la partie formation, sensibilisation. Et donc là, c'est là où nous, on intervient un tout petit peu via notre journée du biosourcé, géosourcé notamment, pour faire prendre conscience qu'on a aujourd'hui plein de matériaux qui sont assurables, massifiés, disponibles, notamment dans les magasins de bricolage. Les isolants biosourcés commencent à prendre leur place aussi dans les grands distributeurs, Point P et autres. La question de l'échelle, ça c'est un sujet sur lequel on est extrêmement mobilisé ou sollicité, notamment dans le développement de territoires. On a plein de territoires qui viennent nous voir en disant j'ai 5 hectares de quelque chose, je veux créer une usine sur mon territoire et ça permettra de rénover sur mon territoire. Ça c'est possible en fonction des filières et en fonction des modèles économiques. L'échelle et l'économie circulaire, elles se posent notamment par rapport à la biomasse qui est disponible sur mon territoire, mais aussi à l'investissement que je vais devoir faire. Si j'investis 15 millions dans une usine, on ne va pas rénover la Creuse. Il va falloir aller rayonner un peu plus loin pour rentabiliser l'investissement. Le marché du neuf et de la rénovation ne sont pas tout à fait les mêmes marchés, il faut aller les cibler différemment. Et puis on a des dynamiques très, très différentes aussi. Alors sur Nantes, c'est par exemple très dynamique sur le neuf. Là aussi, au centre de la France, ça le sera beaucoup moins. La logistique est à prendre en compte et l'acceptabilité du matériau est aussi un sujet. La paille de riz, elle va parler beaucoup en Camargue, elle va parler un petit peu moins dans le nord de la France. Le lin, qui est produit plutôt dans le nord de la France, parlera peut-être un peu moins à Marseille. Tout ça, ça fait partie de l'acceptabilité des sujets sur ces matériaux.
Donc il faut vraiment avoir en tête qu'en fait, peut-être que ça a du sens d'être ultra local, peut-être que l'échelle du département a du sens, peut-être que c'est la région qui a du sens, peut-être qu'en fait la France, c'est pas un si grand pays que ça, et même si ça voyage un petit peu à travers la France, et ben en fait c'est quand même un peu local. Il y a quand même des produits, enfin les produits pétro-sourcés, le pétrole il vient pas d'ici. Peut-être que l'usine est ici, mais le pétrole vient d'ailleurs. Donc c'est là où la question de l'échelle, on a tous envie de faire de l'économie circulaire et de faire du local, mais des fois il faut aussi réussir à prendre un peu de hauteur, ce qui est difficile notamment pour les collectivités publiques qui veulent forcément développer leur territoire, et c'est tout à fait normal. Mais des fois, il y a un copain qui produit juste de l'autre côté de la frontière, et c'est aussi bien de l'envisager. On a des exemples très concrets de maîtres d'ouvrage publics pour faire du bois paille. Dans leur cahier des charges, disent voilà, moi, il faut que la paille elle soit sourcée à 50 km. Sauf qu'il n'y a pas d'agriculteur qui fait de la botte de paille pour la construction dans les bonnes dimensions. Donc la paille, elle est envoyée à 250 km pour être remise selon le bon format pour revenir sur le chantier. C'est un exemple de bonne volonté de départ, mais à la fin, on est contre-productif par rapport à ce qu'on avait essayé d'impulser dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça que l'échelle, voilà, pour nous, c'est un vrai sujet. Même si on est à Strasbourg, peut-être qu'un produit qui vient de Vendée ou de Bretagne, en fait, il a quand même du sens. Surtout que sur les isolants biosourcés notamment, c'est ce qu'on peut voir sur les FDES, l'impact du transport, il est pas prépondérant par rapport à tout le reste. Au niveau des enjeux, donc là aussi, j'ai commencé à l'évoquer, la formation et la sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne de valeur est absolument fondamentale. Donc là, ce n'est pas notre métier premier, mais à la fois sur les formations initiales ou sur la formation continue, il y a vraiment besoin d'expliquer, de sensibiliser. Tout le monde a son rythme et puis ses chantiers, ses projets, etc. Mais d'avoir ces éléments, parce qu'il y a un certain nombre de produits qui sont très simples à poser et à remplacer. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un peu plus complexe et il faut avoir des vraies formations, notamment pour avoir l'assurabilité derrière, c'est le cas de la paille ou du chanvre notamment. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec très peu de temps à y consacrer en termes de formation. Les fabricants de matériaux sont très très disponibles pour accompagner les premiers chantiers notamment, pour faire ces formations, ces éléments de sensibilisation. Et on a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc notre journée du biosourcé et géosourcé pour le bâtiment. Donc la prochaine édition sera en juin sur Amiens, qui n'est pas très proche d'ici, mais normalement Centre Val-de-Loire aussi en 2026. Et puis voilà, on essaie de faire tourner ça un peu partout en France. Un autre enjeu sur la massification des biosourcés, c'est lever les idées reçues et les blocages culturels. Bien sûr, la question du feu, elle est importante. Elle est aussi importante pour des produits comme le polystyrène ou le polyuréthane qui sont aussi sensibles au feu. Mais des éléments comme la construction paille ou la construction chanvre répondent très bien aux problématiques incendie. Il y a des essais, comme vous le voyez ici, l'essai Lepierre de feu de façade pour le béton de chanvre, et la paille a fait la même chose qui montre des très très bonnes performances. On sait aussi faire avec des écrans feu, avec le placo joue aussi son rôle dans l'aménagement intérieur. Donc, aujourd'hui, on sait faire énormément de choses en mettant un isolant biosourcé derrière une plaque de placo, par exemple, mais un certain nombre de bureaux de contrôle, de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, sont sur la défensive sur l'utilisation de ces solutions, alors qu'on peut faire des solutions techniques pour gérer ces problèmes et les contraintes réglementaires qui sont tout à fait normales. Là aussi, sur la durabilité de ces solutions, il y a absolument il y a un sentiment d'un matériau biosourcé va plus vite moisir, se dégrader, se détériorer qu'un autre matériau. Vous avez ici l'exemple de la maison Feuillette, qui est une maison en bois paille dans la région centre de mémoire, qui a plus de 100 ans. Et ils ont prélevé un petit peu de paille il n'y a pas très longtemps. Il n'y a absolument aucune dégradation de la paille. Donc on sait faire des matériaux biosourcés, des bâtiments biosourcés, très durables. Toute la question, c'est aussi le bon entretien du bâtiment, mais on va retrouver ça avec des matériaux traditionnels. Donc là aussi, on sait faire des matériaux durables. La charpente de Notre-Dame avait eu 800 ans avant de brûler. C'est un matériau durable. Le côté industriel, il y a aussi encore un petit peu cette idée reçue que les matériaux biosourcés, c'est 3 bitniks du Larzac qui bricolent leur maison en éco-construction. On a aujourd'hui des solutions industrialisés, qui ont des avis techniques, qui ont des FDES, qui répondent aux sujets réglementaires avec des équipes sur le terrain, techniques, qui vous accompagnent à mettre en place ces solutions sur les chantiers. Et on a de plus en plus, en termes de distribution, aussi tout un certain nombre d'acteurs qui se mettent à la page, des plateformes spécialisées comme Kenzai par exemple, mais aussi Point P, Leroy Merlin et compagnie, qui proposent aujourd'hui de plus en plus ces solutions biosourcées.
Enfin, un sujet qui est là aussi forcément assez important, c'est les enjeux d'assurabilité. Vous êtes tous sensibles forcément à ce sujet. Donc je l'évoquais tout à l'heure, il y a de plus en plus de travaux, de produits qui sont sous ATEX ou sous avis technique. Ça reste encore un sujet qui est très sensible pour faire ces accompagnements-là. C'est clairement pas simple. Et puis du coup, il y a par ricochet des choses qui, par exemple, touchent la filière bois, qui vont toucher les autres matériaux biosourcés, un peu par ricochet. Donc c'est des sujets sur lesquels c'est toujours en évolution, il y a toujours des nouveaux désordres qui apparaissent et donc des correctifs, des craintes et des éléments à apporter. Mais on a quand même cette dynamique qui est assez forte sur l'essor des biosourcés, et donc notamment les équipes du CSTB ont des équipes dédiées sur les matériaux biosourcés pour essayer au mieux possible accompagner l'obtention de ces évaluations techniques. L'ouverture des domaines d'emploi, c'est aussi un sujet clé pour les matériaux biosourcés, notamment les isolants. Aujourd'hui, il y a assez peu de solutions biosourcées pour faire de l'ITE, par exemple, alors qu'on a des enjeux autour de la rénovation qui sont bien sûr extrêmement importants, notamment dans du collectif, donc sur lequel il y a la fibre de bois, qui est aujourd'hui sous avis technique, mais la construction paille, la construction chanvre, ou les panneaux semi-rigides sous bardage sont aujourd'hui pas assurés, enfin pas en technique courante. Et donc, il y a un gros travail qui est fait par les acteurs, par les filières, pour essayer d'ouvrir ces domaines d'emploi et de proposer des matériaux biosourcés dans le plus grand nombre de types de bâtiments différents possibles. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé de faire vraiment ce panorama assez large, mais du coup, je suis à disposition pour répondre à vos différentes questions sur ce que j'ai pu évoquer ou sur d'autres sujets sur le biosourcé. Tout était très clair. Eh bien, parfait. Merci pour votre attention.